Le Christ est avec nous. Et son sang est à nous. Le Seigneur est des nôtres. Et son pouvoir est immense. Le Seigneur est des nôtres. Et son pouvoir est immense. La puissance divine est avec nous. Le Seigneur est des nôtres. Et son pouvoir est immense. Le Seigneur est des nôtres. Et son pouvoir est immense. Exciting story today. Some are calling it vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. Vampire therapy. Others see it potentially as the fountain of youth. New studies finding that young blood, real young blood, can improve and in some cases reverse the aging process in mice. Now the question is, could it do the same thing in humans? Le sang. È trop précieux et rare pour qu'on le gaspille. Study revealing that young blood from a younger person transfused into you perhaps can improve and in some cases perhaps reverse the aging process. It works in mice, but it can do the same in humans. That's a big question. Now this one sounds like something out of the movies, but young blood could be the key to reversing aging. Young blood could be the key to reversing aging. The shocking discovery just made by researchers who studied mice. As CBS 2's John Champion reports, the findings could someday treat several ailments in humans. 3 new medical studies out this morning show young blood can improve lives. Researchers took old mice and gave them blood and blood proteins from young mice. They found the old mice showed improved muscle and brain function. Scientists hope these mouse studies will lead to anti-aging treatments for humans. Imagine if you could turn back the clock 5, 10, even 15 years and reverse the effects of aging. Their muscle tissue was revitalized. L'adrénochrome est créé lorsqu'une grande quantité d'adrénaline est libérée dans le sang. Maintenant, les gens très riches, l'élite, si vous voulez les appeler ainsi, utilisent cette drogue comme un moyen de se défoncer. Essentiellement parce qu'elle donne une énorme sensation d'euphorie, si je dois croire les sources que j'ai lues. Mais elle a aussi un effet anti-âge. C'est donc de là que vient l'histoire du conte Dracula et des vampires. On dirait que... Adrénochrome. Adrénochrome? Vous savez ce que ça veut dire? Oui. C'est une drogue. Une drogue très spéciale qu'on trouve dans un endroit très spécial. Mais où ça? Pour récolter l'adrénochrome, il faut s'adresser au diable lui-même. Quoi? Il faut tuer pour en avoir. En tant qu'avocat, je te conseille de t'envoyer une gorgée de petite bouteille brune dans ma trousse de toilette. C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome. Adrénochrome? Quel genre de client monstrueux t'a filé un truc pareil? Satano démoniaque. Je crois qu'il n'y a qu'une origine pour un truc pareil, c'est la glande médulo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vivant. Ah, je sais. Les échantillons donnent quelle qualité? Excellent produit, sire. Du premier choix. Ce sont des spécimens particulièrement bien constitués. Si le marché reste stable, une moisson en fin de siècle garantirait des profits laissant dans la poussière votre concurrent immédiat. Mais l'inconvénient, c'est que, sous sa forme la plus pure, l'adrénochrome provient de la glande surrénale humaine. Et quand vous l'enlevez, le donneur meurt. La façon dont ces gens extraient l'adrénochrome sur des petits-enfants en général.
Pour le dire gentiment avec vous, on ne peut jamais le dire de cette manière, mais il terrorise ses enfants, il traumatise ses enfants, il les maltraite, il les mutile. Pour faire court, ils se nourrissent littéralement du traumatisme, du stress, de la peur de ces enfants. La victime, adulte ou enfant, qui a été torturée et terrorisée durant le rituel précédant sa mise à mort, aura son sang chargé d'endorphines, de la morphine endogène. Ces endorphines sont sécrétées naturellement par l'organisme lors d'un stress intense ou lors d'une activité physique intense. Il s'agit d'une opiacée naturelle qui agit comme un antidouleur. Chez les sportifs, la libération d'endorphines permet de maintenir des efforts importants et ceux-ci développent souvent une addiction à cette sensation que procurent les hormones. C'est ce que l'on appelle le runner's high, l'ivresse du coureur. Une victime de viol et de torture, dont la douleur aura été poussée à son paroxysme, aura un taux d'endorphine extrêmement élevé dans son sang. Ce sang sera consommé comme une drogue par les participants au rituel. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Non, je dirai rien, je vous jure. Ça va aller. Arrêtez. Ça va faire mal. La chambre d'enfant, je ne veux pas y aller. Vous devez y aller parce qu'il nous faut ceci. Toute notre ville compte sur vous pour assurer la production de cris d'enfants. Si les enfants ne crient plus, nous n'avons plus d'énergie. Oui, c'est un travail dangereux et c'est pourquoi vous devez vous surpasser. Notre usine a besoin de terreur d'élite, menaçante, hardie, tenace et déterminée. On va parler de l'adrénochrome, on va parler de la théorie du genre. Commençons par l'adrénochrome. Je pense qu'il faut d'emblée souligner qu'il y a une confusion dans la terminologie. Et c'est ce qui facilite l'action de nos adversaires qui cherchent à rendre tous les propos sur l'adrénochrome complotistes. Donc effectivement, l'adrénochrome n'est pas le mot qu'il faut utiliser. C'est la première chose qu'il faut expliquer à votre public. L'adrénochrome, de fait, c'est une molécule chimique que l'on peut facilement se procurer. Ce n'est pas cela la consommation de sang jeune. Le véritable terme pour parler du sujet qui nous intéresse, c'est la parabiose hétérochronique. Et là, d'emblée, j'invite tous vos téléspectateurs à taper sur un moteur de recherche parabiose hétérochronique et ils verront défiler une série d'articles de médias mainstream qui vont donc bien, à ce moment-là, être en difficulté pour nier la réalité de la consommation de sang jeune par des milliardaires, des rockstars, etc. Adrénochrome, c'est pas le bon terme. Et comme les médias sont excessivement malhonnêtes, donc ils disent voilà, ce n'est pas le... L'adrénochrome, c'est un terme qui a été utilisé dans un film, une fiction, c'est Las Vegas Parano. Donc ce terme-là, effectivement, est utilisé de façon inadéquate par toute une série de gens qui dénoncent l'utilisation de sang, soit en le buvant, soit par transfusion sanguine, de ce qu'on appelle sang jeune. Le sang jeune peut être aussi bien du sang d'adolescent que du sang strictement d'enfant. Mais la parabiose hétérochronique, elle, est bien une réalité scientifique. Elle a été officiellement le sujet d'expériences sur des souris depuis les années 50. On a, dans des laboratoires, cousu des souris ensemble, une souris jeune et une souris vieille, pour échanger leur sang. Ils ont fait une transfusion sanguine entre les deux souris. Et on a observé par ce biais-là que la souris vieillissante se régénérait, que toutes ses facultés se modifiaient par un rajeunissement de ses cellules, alors que la souris jeune, elle, se détériorait au fur et à mesure que son sang jeune... Mais alors, du coup,
qu'est-ce qui a pris aux scientifiques de se dire, tiens, on va mettre 2 souris ensemble pour savoir si l'une Alors, va en être plus réalité, jeune? c'est un mythe très ancien. Ce mythe remonte à l'Antiquité. On en parlait déjà dans la Grèce antique. L'idée de boire du sang pour se régénérer était déjà un mythe de la société antique. Et même à la Renaissance, Léonard de Vinci a également parlé de cette forme de régénérescence. Ce qui a sans doute modifié la donne, c'est effectivement l'hypothèse de pouvoir traiter ça dans des laboratoires, de pouvoir analyser les conséquences, de façon à pouvoir vendre cela bien cher à des milliardaires. Parce qu'à partir du moment où on a établi en laboratoire dans les années 50 qu'il y avait bien une régénérescence de souris par la transfusion sanguine, cela a évidemment fait l'objet de toute une série de projections, de spéculations pour la régénération, le rajeunissement de personnes riches. On vise évidemment, dans ce cas-ci, des milliardaires, des hommes d'affaires, des rockstars, des stars du showbiz d'Hollywood, qui ont à ce moment-là été appâtés par cette idée que la transfusion sanguine allait leur servir d'élixir de jouvence. Alors, comment c'est venu comment est venu alors, voilà, on sait que dans les laboratoires, on a fait ces tests, très bien, mais comment est venue l'idée pour ces stars de boire ce sang? Est-ce qu'il y a eu des gourous, type à l'époque des Charles Manson, des gens comme ça, qui l'ont dit, voilà, nous avons la solution pour que vous soyez éternellement jeune, parce qu'on sait que à Hollywood, ils sont obnubilés par cette forme de jeunesse. Absolument, absolument. Alors, bien sûr, on peut considérer qu'il y a toute une série de sectes, et bien sûr sataniques, qui jouent sur la consommation du sang dans le cadre de rituels qui entretiennent un mythe, et on sait bien qu'il y a des interactions entre toute une série de gens de Hollywood et des sectes sataniques. Et aussi, il faut ajouter un autre élément qui importe pour bien comprendre le développement de la recherche de parabiose hétérochronique, c'est le transhumanisme. Vous avez, au cours des dernières années, un investissement dans ce qu'on appelle la pensée transhumaniste, l'idée de l'homme éternel. C'est notamment financé, là encore, par des milliardaires, notamment de la Silicon Valley. Et donc, cette idée d'homme immortel, ou en tout cas d'homme qui va pouvoir vivre 120, 150, 200 ans, eh bien, cela permet à des milliardaires d'essayer d'envisager un avenir, disons, immortel. Et dans ce cadre-là, dans le cadre des recherches transhumanistes, la parabiose hétérochronique, la consommation de sang d'enfant a fait l'objet de recherches. Il n'est pas un hasard que l'un des plus importants milliardaires qui s'intéresse au transhumanisme et à la consommation de sang jeune, à la parabiose hétérochronique, s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, il faut bien avoir ce nom en tête. Peter Thiel est l'un des cofondateurs du système de paiement PayPal. C'est aussi l'un des plus importants financiers de Facebook. Et c'est aussi l'un des financiers des recherches transhumanistes. Or, lorsqu'on a avancé auprès de Peter Thiel le résultat des recherches sur ces souris, lorsqu'on a rappelé à Peter Thiel que déjà dans les années 50, on avait fait des expériences démontrant la régénérescence par transfusion sanguine de souris vieilles, eh bien, cela a éveillé l'appétit de sang jeune auprès de Peter Thiel. Et il y a une enquête qui a été faite, que j'invite vos téléspectateurs à lire. Elle a été faite par un journaliste américain qui s'appelle Jeff Berkovitzy. Jeff Berkovitzy, c'est un journaliste de renommée très importante aux États-Unis. Il n'est pas du tout considéré comme complotiste, conspirationniste. Il ne participe pas à des médias dissidents. Non, c'est vraiment un journaliste américain qui a pignon sur rue.
Et en 2016, Jeff Berkovitzy s'est intéressé au cas particulier de la consommation de sang jeune et en particulier au fait que ce milliardaire Peter Thiel, qui est un des pontes de la Silicon Valley, a soif de sang jeune. Et Jeff Berkovitzy a donc cherché à interviewer Peter Thiel pour savoir si tout cela était bien réel. Et Peter Thiel a tout à fait avoué son intérêt pour le sang jeune. Alors, il faut savoir que dans ce cadre-là, il y a eu aux États-Unis, à San Francisco, une société qui s'appelle Ambrosia, qui, en 2016, a proposé de démarrer des expériences officielles de transfusion de sang jeune auprès de personnes âgées riches. Alors, est-ce que ça veut dire que seul le sang jeune est convoité? Est-ce que, par exemple, du sang de trentenaire, quarantenaire, ça n'est pas intéressant. N'est pas intéressant. En fait, le sang doit être le plus jeune possible. Et cela ne doit pas aller au-delà de sang d'un donneur de 25 ans. Voilà. Au-delà de 25 ans, vous n'intéressez plus la recherche de la parabiose hétérochronique. Donc, quelle est la particularité de ce sang jeune par rapport à du sang, on va dire, plus âgé? Alors, selon les recherches qui ont été développées, il semble que ce sang jeune, et plus il est jeune, plus c'est bénéfique, permettent notamment de combattre tout ce qui est maladie de type Alzheimer, mais aussi de régénérer l'activité cardiaque et de régénérer la qualité sanguine de l'individu auquel on transfère ce sang. Et donc, j'en reviens à cette société Ambrosia qui, à San Francisco, a proposé dès 2016, contre un ticket d'entrée de $8,000, de pouvoir consommer du sang jeune une fois par mois. 150 personnes aisées financièrement, des hommes d'affaires, des gens de la Silicon Valley, mais aussi du showbiz, se sont inscrites auprès de la société Ambrosia pour tous les mois bénéficier de transfusions sanguines de sang jeune dans le cadre de cet essai. $8,000 par transfusion. Il faut de l'argent quand même. Hein? Quand même, ouais. Et donc, tous les mois, c'est une fois par mois. Une fois par mois. D'accord. Et donc, il est apparu dans l'étude de Jeff Berkovitzy, la question évidemment toute naturelle, c'est que si l'on développe une telle consommation de sang, il faut bien se demander où l'on va chercher ce sang. Or, dans un premier temps, pour une ou deux personnes, on pourrait penser que l'on s'adresse tout simplement à des banques de sang. Mais si on développe une consommation régulière de sang jeune pour un nombre croissant de personnes, là, évidemment, la question énigmatique, c'est où va-t-on chercher ce sang jeune? Et si l'on considère évidemment que plus le sang est jeune, plus il intéresse ceux qui vont être prêts à payer des sommes colossales, eh bien évidemment, on peut se demander par quel biais on pourrait fournir du sang d'adolescents et même du sang d'enfants et même du sang de très jeunes enfants de façon régulière à des milliardaires. Il faut savoir qu'en dehors d'Ambrosia, une deuxième société a proposé des expérimentations de transfusion sanguine. Et là, on est encore entré dans un autre seuil de ticket d'entrée financier. On demandait aux personnes voulant participer à cette expérience un ticket d'entrée de $265,000. Donc, quand vous êtes capable de sortir $265,000 pour tenter de recevoir du sang jeune qui va vous régénérer, il va sans dire que c'est la porte ouverte
à tous les trafics de sang d'enfants. Et que donc, dans ce cadre-là, bien sûr, rien n'est prouvé, mais il est logique de penser que l'on assistera à du trafic d'enfants, tout à fait. Alors, dans des cas rituels qui sont effectivement d'ordre démoniaque. On va revenir sur ce trafic d'enfants, mais au coup, je vais rajouter une chose, et c'est pas déconnant ce qui se dit, parce que on prend l'exemple des cyclistes du Tour de France. Absolument. Il y a un moyen de dopage, c'est de prendre son propre sang qu'ils ont congelé genre 6 mois ou 1 an auparavant et de se le faire réinjecter. Donc ça veut dire que le sang a des vertus, en tout cas les scientifiques le pensent, a des vertus sur le corps qui peuvent être parfois dopants même. Absolument. La seule évolution dans l'analyse au cours des siècles, c'est que lorsqu'on était encore dans l'Antiquité et dans la Renaissance, on a consommé souvent du sang d'enfants, mais aussi du sang de jeunes personnes après la mort de la personne. Il y avait vraiment, dans le cadre du pseudo-élite déjà, la consommation... De quelle civilisation peut-être, la nôtre ou d'autres? Alors, ça s'est fait, en tout cas, ça a été étudié dans la société européenne, mais bien sûr, la consommation de sang et de sang d'enfants, on la connaît dans les sociétés, effectivement, les civilisations anciennes, c'est le culte de Moloch, etc. On sait qu'il y a eu, dans des sociétés d'Amérique latine, dans des civilisations africaines, dans des cultes vaudous, il y a eu de la consommation de sang. Mais disons que dans la société européenne, au fil des siècles, on a d'abord vu des gens boire du sang, mais boire du sang de personnes venant de décéder. Et donc ça, les analyses au fil des siècles ont considéré que ce n'était pas intéressant, qu'il faut que le sang vienne d'une personne qui est encore en vie au moment où on prélève le sang. Alors, j'ajoute un élément, je veux quand même insister sur ce fait, c'est que lorsque Gérard Fauré a parlé de cela, après l'avoir déjà fait chez vous, mais il en a parlé sur TPMP, et à ce moment-là, on a assisté à un déchaînement médiatique pour dire que tout cela était du complotisme. Le lendemain de l'émission de TPMP, le journal Le Monde a écrit que c'était de l'antisémitisme, du complotisme antisémite. Alors, on a même vu Libération parler de xénophobie. Bon, je ne vois vraiment pas comment on peut relier la xénophobie ou l'antisémitisme à tout cela. En tout cas, si des médias, dès le lendemain de la tentative de rendre ce sujet accessible sur la place publique, si des journaux comme Le Monde et Libération se lancent immédiatement dans la bataille pour tenter de discréditer ce sujet, cela me semble être la bonne démonstration que ce sujet doit être justement creusé. Si ces journaux veulent à tout prix que les gens ne s'y intéressent pas, et si pour cela ils tentent de discréditer le sujet en le rendant tabou parce que qualifié d'antisémite ou de xénophobe, c'est que ce sujet doit être creusé. Et je vais maintenant vous rappeler un article du journal Le Monde, précisément. En 2014, précisément le 10 juin 2014, le journal Le Monde publiait un article intitulé « L'éternelle recherche de l'élixir de jouvence ». Cet article était consacré à la parabiose hétérochronique. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'utiliser le bon terme, de ne pas parler d'adrénochrome, mais de parabiose hétérochronique. En juin 2014, le journal Le Monde parlait bien de l'éternelle recherche de l'élixir de jouvence à travers la parabiose hétérochronique, et en conclusion de son article, écrivait « Certaines stars du rock se sont laissées tenter par des transfusions pour rajeunir ». Donc c'est bien que le journal Le Monde était au courant au moins depuis 2014. Au moins depuis 2014, du fait que des gens qui ont de gros moyens se font effectivement
transfusés. Et là, vous avez l'article sur vous. Et j'ai l'article devant moi. N'hésitez pas à le montrer, même si je l'ai imprimé, donc, mais évidemment, on peut le voir. Mais donc, ici, vous voyez, c'est cet article, l'éternelle recherche donc, de l'élixir de jouvence. C'est 2014, le 10 juin 2014, ça vient directement du journal Le Monde. Est-ce qu'on sait quelles sont les vedettes et les stars du rock? Alors, il ne donne pas les noms. Il ne donne pas les noms et de fait, il n'est pas facile de trouver la liste des noms. Tous les médias mainstream qui parlent de la parabiose hétérochronique citent bien donc le fait que des gens du show business et des gens de la Silicon Valley boivent ou se font transfuser du sang, mais jamais ils ne donnent les noms. Donc, lorsque l'on creuse et que l'on voit des noms circuler, on est dans des sites qui sont là pour le coup sans source vérifiable. Donc, je me garderai de donner les noms qu'a donné Gérard Fauré ou d'autres, mais en tout cas, le seul fait que des journaux mainstream français, belges, américains aient cité le fait que des stars d'Hollywood, des rockstars et des gens de la Silicon Valley consomment du sang, c'est déjà suffisant, me semble-t-il, pour balayer toutes les accusations qui sont nées au lendemain de la diffusion de l'émission avec Gérard Fauré sur TPMP. Il y a bien un problème lié à la parabiose hétérochronique parce qu'il y a bien une réalité, c'est que des gens excessivement riches, en recherche d'un élixir de jouvence, sont prêts à payer des sommes folles pour consommer, en le buvant ou en se le faisant transfuser, du sang le plus jeune possible. Et à partir du moment où ces gens sont prêts à payer des sommes folles pour cela, eh bien évidemment, ça signifie qu'il est tout à fait légitime de penser que des trafiquants ou des sectes utilisent des enfants en bas âge pour leur voler le sang pour ces richesses. Alors là, on parle de sociétés comme Ambrosia, mais est-ce que derrière, il y a du satanisme? Alors, évidemment, dans les articles mainstream que l'on va trouver sur la parabiose hétérochronique, on va traiter le sujet de façon, entre guillemets, scientifique. Donc là, on n'aborde pas du tout la question des sectes sataniques. Je rajouterai quand même encore un point pour que l'on ait bien conscience que tout cela a été traité au cours des dernières années, c'est que vous avez eu sur Canal+, une séquence que l'on peut retrouver si vos téléspectateurs font des recherches un petit peu soutenues par les moteurs de recherche. Vous avez une séquence où l'on voit Antoine Decaune dire, lorsque un médecin parle de parabiose hétérochronique, qu'il a bien connaissance que des vedettes du showbiz vont en Suisse se faire transfuser du sang jeune. Donc encore, là on n'est plus aux États-Unis. Là, Antoine Decaune sur Canal+ nous parlait de personnes du showbiz qui allaient en Suisse se faire transfuser du sang jaune dans le cadre de la parabiose hétérochronique. Donc, c'est quand même que le sujet mérite vraiment d'être creusé. Mais maintenant, sur la question, quel est aussi, on va parler de satanisme, mais là pour le coup, je vais rebondir sur ça. Je vois quand même qu'il y a un point commun entre les États-Unis et la Suisse, c'est le protestantisme, mine de rien. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose qui se fait chez eux. Bien sûr, on peut effectivement considérer que les sectes protestantes ont, d'une part, toujours valorisé les milliardaires. Dans la religion protestante, être milliardaire, c'est un signe d'être un élu de Dieu. Et d'autre part, évidemment, les sectes protestantes ont toujours eu une attitude extrêmement laxiste à l'égard de toutes les déviances, de toutes les anormalités. Donc, il est tout à fait possible que cela joue un rôle. En tout cas,
de fait, rien que parce qu'ils considèrent que être milliardaire est être un élu de Dieu, eh bien, cela donne évidemment à permettre de penser que cela légitimerait le fait que ces gens-là puissent se permettre, d'une façon ou d'une autre, d'abuser de jeunes enfants pour obtenir leur sang, pour régénérer le leur, parce qu'ils sont des élus de Dieu dans cette vision protestante. Alors nous revenons sur le satanisme. Est-ce que le satanisme aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait exactement de ce satanisme? Est-ce que ça fait partie de formes de sociétés secrètes, comme peut-être, je sais pas, par exemple, la franc-maçonnerie, hein? Bien sûr. Alors, il y a des ramifications. Il y a des ramifications, mais il faut se dire aussi qu'au fil des ans, le satanisme a gagné en notoriété, et aux États-Unis, à pignon sur rue. Je vais simplement souligner pour vos téléspectateurs que vous avez une secte qui s'appelle le Temple satanique aux États-Unis, qui a vraiment pignon sur rue, qui a droit d'aller dans certaines écoles tenir des conférences, qui dresse des monuments sataniques sur les pelouses de campus universitaires. Et cette secte qui s'appelle le Temple satanique dispose de grands moyens financiers. Qui dit qu'elle dispose de grands moyens financiers, bien évidemment permet de conclure qu'il y a des fortunes qui derrière les alimentent en ressources financières. Eh bien, cette secte satanique du temple satanique est en mesure de s'acheter des panneaux de 30 ou 40 mètres carrés à installer le long d'autoroutes pour, par exemple, afficher qu'elle est pour l'avortement, parce que l'avortement fait partie du rituel satanique. De la même façon que le temple satanique s'achète des encarts publicitaires dans la presse et des panneaux publicitaires gigantesques sur les autoroutes pour expliquer que le gender, le changement de sexe, fait aussi partie de ce qu'il est admissible dans le rituel satanique. Et donc, vous voyez vraiment une évolution aux États-Unis en ce sens. Le satanisme n'est plus simplement le fait de réunions occultes secrètes, mais le satanisme, désormais, a pignon sur rue aux États-Unis. Et malheureusement, malheureusement, ça vient aussi en Europe. On voit de plus en plus de jeunes sur les réseaux sociaux faire gloire à Satan et à ses affiliés. Comment et on combattre voit bien cela? toute une série de vedettes du show business jouer, en tout cas dans leurs clips vidéo, dans leurs photographies qu'ils balancent sur Instagram, TikTok, etc., jouer sur des codes sataniques. Et donc, inévitablement, cela a un effet pervers qui est de banaliser le satanisme, de le populariser auprès des plus jeunes extrêmement influençables. Je vais rappeler aussi un élément que vous pouvez assez facilement retrouver sur Internet via un moteur de recherche. Il y a une dizaine d'années de cela, je pense que vous pouvez le retrouver dans une des émissions d'Élise Lucet sur la pédophilie. Une magistrate, donc ça n'est pas une personne loufoque d'un quelconque mouvement complotiste, une magistrate, sur un plateau de télévision, avait déclaré qu'il y avait à Paris des charniers d'enfants. Des charniers d'enfants? Une magistrate, il y a une dizaine d'années, vous retrouverez ça facilement, je vous invite à faire la recherche, une magistrate a déclaré qu'il y avait à Paris des charniers d'enfants, qu'elle ne pouvait pas en dire plus parce qu'elle était en plein dans l'enquête sur ce sujet. Et à l'issue de la diffusion de cette séquence, elle a été démise de ses fonctions. Mais donc, ce n'est tout de même pas rien qu'une magistrate ait déclaré cela sur un plateau de télévision. Oui, parce que pour qu'il y ait ces enfants, enfin le sang de ces enfants, il faut qu'il y ait, j'imagine, kidnapping et filière
de kidnapping. Absolument. Et là où je rejoins Gérard Fauré, je ne dis pas que Gérard Fauré a raison sur tout, loin de là. Je pense qu'il faut faire la part des choses dans ce qu'il dit. Mais là où je pense qu'il a raison, c'est quand Gérard Fauré souligne qu'il y a, avec l'explosion de l'immigration illégale en Europe, la disparition constatée de milliers d'enfants chaque année. Vous avez, par le biais de ces immigrés illégaux qui débarquent sur les plages européennes, des milliers d'enfants en situation illégale qui arrivent parfois avec un parent, parfois sans, et qui disparaissent tout simplement, on n'en trouve plus trace. Et là, je pense qu'effectivement, c'est un thème à creuser, parce que c'est évidemment parmi ces enfants-là que des criminels pourraient facilement trouver la chair fraîche, si je puis dire, pour aussi bien les réseaux pédopornographiques que pour les rituels sataniques ou que pour les besoins de sang d'enfants pour les milliardaires fous. C'est-à-dire que les enfants migrants qui débarquent en France ou en Espagne ou ailleurs en Europe, même en Amérique, par exemple les enfants migrants mexicains, sont victimes de ces kidnappings pour beaucoup d'entre eux. Comment peut-on expliquer autrement le fait que de façon tout officielle, tous les organismes des différents États de l'Union européenne, des États-Unis, du Canada, qui sont censés contrôler les parcours des populations immigrées une fois qu'elles sont entrées sur notre continent, eh bien, avouent que chaque année, on perd la trace de milliers, mais pas 1000, mais on parle de 7-8 000 enfants qui chaque année disparaissent en Europe à partir du moment où ils débarquent sur l'une des plages européennes. Lorsqu'on a affaire à des enfants qui disparaissent de la sorte, évidemment, il y a d'office une raison qui n'est pas légale. Et cette raison qui n'est pas légale, comment peut-on l'expliquer autrement que par des kidnappings qui, en tout cas en partie, vont alimenter effectivement les réseaux pédopornographiques, les rituels sataniques et donc maintenant ces banques de sang d'enfants que l'on recherche pour des milliardaires en folie. On avait aussi, rappelez-vous, dans les années 60-70, l'histoire des enfants réunionnais que l'État kidnappait. Et est-ce que déjà à l'époque on les kidnappait aussi pour leur sang? Là, je ne m'avancerai pas parce que là, je n'ai trouvé aucun élément dans ce domaine. Donc, je veux rester sur des pistes qui me semblent être difficilement discutables. Voilà, je pense que là, j'ai cité des faits. Ces faits-là, ils sont vérifiables. Donc, on ne peut pas les qualifier bêtement de complotistes. Tout ce que j'ai dit là, jusqu'à présent, est vérifiable. Et je tiens à m'en tenir à cela parce que c'est la meilleure façon d'amener le grand public à creuser le sujet et d'espérer que des journalistes courageux, des journalistes indépendants auront les moyens d'investiguer. Est-ce que l'on sait peut-être, et là pareil, on va parler avec preuve, si les affaires Lelandais ou Fourniret puissent faire partie de ce type de réseau? Je sais que M. Karl Zero l'a sous-entendu. Voilà, alors Karl Zero, effectivement, a parlé à différentes reprises. On a évidemment évoqué effectivement Lelandais, Fourniret, Dutroux. Il me semble, en tout cas, comme élément indiscutable à mettre en avant, le fait que tout cela ne peut pas être le fruit, entre guillemets, permettez-moi l'expression, d'une consommation personnelle. Lorsque l'on voit les moyens mis en œuvre par ces trois personnalités, entre guillemets, diaboliques, que sont Lelandais, Fourniret et Dutroux, il y a
systématiquement dans les 3 cas des liens qui ont été faits avec des gens du pouvoir, avec, dans certains cas, des loges maçonniques. Et donc, à partir du moment où de tels réseaux sont dans l'ombre de ces criminels démoniaques, eh bien, je pense qu'il est totalement légitime d'avancer la piste que ce ne sont pas des prédateurs isolés, mais qu'ils agissent bien pour le compte de clients qui passent commande. Et ces clients qui passent commande, de nouveau, ne sont pas le boulanger ou le plombier du coin. Ce sont des gens qui, dans le monde de la finance, de la politique ou du showbiz, sont des gens importants. Est-ce que l'on sait d'où vient cette fascination pour le sang depuis cette antiquité? Alors, il y a de multiples explications. On utilise d'ailleurs de plus en plus dans les articles scientifiques qui parlent de parabiose hétérochronique un terme parallèle qui s'appelle le vampirisme médical. Donc, on est bien là dans l'idée de faire référence aux vampires des Carpates, c'est cette idée de consommer le sang. Cette idée de vampirisme, donc, elle n'est plus vue comme simplement un élément de littérature fantastique ou de cinématographie fantastique, mais comme un trait caractéristique d'un état d'esprit régnant chez certaines personnes qui sont une extrême minorité, mais une minorité agissante. Ça, des journalistes d'investigation aux États-Unis, et je renvoie de nouveau à Jeff Bercovici et à d'autres, il y a eu des publications scientifiques sur ce phénomène qu'on appelle le vampirisme médical. Mais je vois, moi, vous avez tout à fait raison, hein, que les médias, pour le coup, essayent de débunker quoi qu'il arrive. Ils ont même envoyé Monsieur Laurent Alexandre pour ridiculiser le truc. Bon, je suis pas sûr que Laurent Alexandre soit le meilleur ambassadeur pour essayer de discréditer la tâche, parce que de nouveau, quel est le point commun entre Laurent Alexandre et le milliardaire Peter Thiel dont je vous parlais tout à l'heure et qui est avide de sang jeune? C'est que les deux sont très actifs dans le monde du transhumanisme. Les deux ont pour objectif de rallonger la durée de vie de l'individu. Et quand on dit rallonger la durée de vie de l'individu, ce n'est pas de chaque individu, de l'individu Kidam, c'est évidemment rallonger la durée de vie de l'individu qui a de l'importance pour eux, c'est-à-dire l'élite, l'oligarchie. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer cet homme nouveau parmi l'élite, de créer la vie éternelle, parce que j'imagine que ces gens croient dans cette vie éternelle. Ah oui, absolument. De nouveau, là, ça nous renvoie effectivement au monde du transhumanisme. Ces gens-là sont entrés dans une logique démiurge. Ils pensent pouvoir, par la science, se faire Dieu à la place de Dieu, et ils pensent donc pouvoir créer un être immortel. Et en tout cas, par des phases successives, développer déjà ce qu'ils appellent l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est celui qui, par différents artifices, que ce soit une pièce robotique ou le sang régénéré, va être en mesure de retrouver des capacités perdues par l'âge ou par le handicap. Mais le transhumanisme vise effectivement, et ça il faut en avoir conscience, une élite, une oligarchie.
Pour moi, c'est le mal, quoi, c'est Satan. Et quand on s'intéresse, on voit que réellement, en plus de faire le mal, là c'est Satan métaphore, c'est que réellement souvent ils appartiennent à des sectes, à des groupes, des sociétés secrètes, le Bohemian Club, Skulls and Bones, ou à la haute initiation maçonnique au 33e degré, où réellement ils adorent Satan. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est plus une métaphore, ça devient réellement leur religion. J'ose le dire, ça peut paraître pour un peu délirant, mais je pense qu'effectivement les élites mondialistes accomplissent un projet satanique et que ce sont souvent d'ailleurs, quand on s'intéresse à leurs pratiques occultes et privées, des adorateurs de Satan, effectivement, à l'intérieur de loges, de sectes, etc. Ce qu'avait d'ailleurs essayé de dire de façon discrète, mais quand même explicite, Stanley Kubrick dans son dernier film Eyes Wide Shut, où il montre bien une cérémonie satanique. Et je pense que c'était son dernier film et que c'était quand même un iconoclaste et un diseur de vérité et qu'il avait voulu montrer dans ce film cette chose qui est montrée pratiquement par personne, mais qui est connue de toutes les élites, que ce soit les élites culturelles ou politiques, qu'il y a réellement du satanisme dans la haute dominance politique. Oui. Si je vous suis, est-ce que c'était ce satanisme-là que Luc Ferry a pointé sur le plateau de Canal+? Oui, bien sûr. Une des réalisations du satanisme, c'est notamment la pédophilie criminelle de réseau, effectivement, qui souvent se pratique de l'ordre de messe noire, avec parfois même des sacrifices d'enfants, des viols, etc. Il y a tous les témoignages, les constats, etc. pour le savoir. Et après, cette vérité ne sort jamais, non seulement parce qu'elle fait peur ou qu'elle étonne ou qu'elle terrifie, mais aussi parce que ces élites sataniques sont le pouvoir eux-mêmes et qu'ils ont les moyens de contrôler la police, la justice et d'étouffer. Mais quiconque s'intéresse à ces sujets et cherche, notamment grâce à Internet maintenant, et grâce à certains livres qui sont sortis, comme les dossiers de la honte, il y a des livres qui sont sortis chez EPO, aux éditions du Cherche-Midi. C'est comme je le dis, quand on cherche, on trouve tout. Il y a toutes les preuves quand on cherche. Voilà. Donc je suis droit dans mes bottes sur ce sujet-là aussi. Je dis, cherchez avant de ricaner et vous verrez que vous trouverez toutes les preuves que nos élites mondialistes sont aussi des élites sataniques, objectivement. Voilà. Sur ce sujet, ne craignez-vous pas de verser dans le conspirationnisme avec les Illuminati ? Ça ne me gêne pas du tout. Je pense que les élites dominantes ont un projet, sont structurées en réseau. La théorie du complot est un terme vide qui est une espèce d'anathème mais qui ne veut rien dire. Mais il y a effectivement des complots, il y en a toujours eu. Et il y a surtout des projets de domination, c'est-à-dire avec des gens qui ont une vision du monde et un projet organisés en réseau. Et qu'effectivement, on peut dire que le nouvel ordre mondial est un complot mondialiste d'une petite élite qui a un projet concerté et qui est organisé contre l'Est de l'humanité. Effectivement, le nouvel ordre mondial est un complot. Ordo ab chaos. L'ordre vient du chaos. Et là, on a des instruments chirurgicaux. Les premières minutes, on a tout de suite compris que ce n'était pas qu'un simple château. Ça fait quand même 20 ans que j'explore des lieux. Ce genre d'endroit, j'en avais encore jamais fait. Je m'appelle Jonathan, on me connaît sous le nom de Joe Urbex sur les réseaux sociaux. Et avec 2 camarades, on a découvert ce qui pourrait être un temple de francs-maçons. Pour quitter le cercle, il faut avoir prononcé les incantations. Si la bougie ne s'est pas consumée d'elle-même, il faut l'éteindre avec les doigts et non la souffler. On ne s'attendait pas à une telle découverte. On était dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Trébons. On a passé la journée en fait à faire ce qu'on appelle des checks pour trouver des maisons abandonnées. Chercher sur Google Maps. C'est là qu'Adrien me dit, écoute, j'ai un lieu. Vu du ciel, on dirait un château. Donc on décide d'y aller, il est 22h, il pleut des cordes. Que d'aventure, Adrien. Oui, que d'aventure, effectivement. On rentre dans un genre de bois. Je ne sais pas si vous imaginez quand même l'ambiance. Et là, on tombe sur 2 tours. Une qui est en partie un peu détruite. Pour rentrer, il a fallu qu'on passe par un petit trou. On commence un peu à avancer et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait plein de signes de chrisme gravés dans la roche qui faisaient donc référence à la franc-maçonnerie. On voit tout de suite des compas, toutes sortes de signes que je ne saurais décrire en fait au final. C'était vraiment incroyable. Ça donne pas envie d'y rester. À tout moment, il nous sort, vous savez, les hommes avec leurs gros chapeaux pointus. Je vous dis, il y a des galeries dans tous les sens. J'en perds mes mots. Il y avait des galeries qui partaient de partout, droite, gauche. Et à un moment donné, on est tombé sur une pièce immense, un hôtel, peut-être où il y aurait eu peut-être des sacrifices. En tout cas, il y a eu des rituels, ça c'est certain. Et par terre, on avait trouvé des ossements d'origine animale. Je pense même
des cervidés, je pense, ouais. Je suis pas sûr qu'on était censé tomber là-dessus, tu vois. Il y avait ces deux colonnes au centre de la pièce avec cette espèce de cercle. On ne sait pas vraiment ce que c'était, si c'était de la cendre ou du sel. Il y avait aussi des bougies qui ont brûlé. On voit carrément les coulures sur les côtés. On voit quand même que c'est pas de la mise en scène parce que les coulures sont là depuis très longtemps. Elles ont même moisi. Il y avait de la sauge qui avait brûlé dans une petite coupelle. Et puis alors, j'ai trouvé juste à côté plusieurs textes qui nous expliquait comment faire pour invoquer je sais pas trop ce que c'était, je veux dire des dieux païens peut-être. C'était vraiment complètement fou. Il s'agit de remercier les 4 gardiens des points cardinaux en procédant dans le sens contraire à celle de la création du cercle de protection. Il y a marqué à la gloire du grand architecte de l'univers, rite écossais ancien et accepté, Ordo ab Chaos. L'ordre vient du chaos. Année maçonnique 77-78. Rapport du grand trésorier. C'est vrai que c'était quand même assez flippant. On a trouvé un crâne, mais aussi plusieurs mâchoires. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Franchement, je ne sais pas. Ça reste quand même anormal qu'il y ait tous ces ossements ici. Je comprends vraiment pas et je vous avoue quand même que je suis à 2 doigts d'appeler la gendarmerie. Pourquoi j'ai appelé les gendarmes? Voilà, il existe quand même en France et dans d'autres pays un énorme trafic sur les ossements humains. Et je voulais pas que, après que ma vidéo soit postée, les ossements disparaissent, se fassent voler. Donc voilà, après la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin pour qu'ils viennent voir. Quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique, tu vois. Surtout vraiment la pièce de rituel. Osiris n'aurait pas connu la descente aux enfers sans le crime de Typhon. L'œuvre au noir précède l'œuvre au blanc, stade fondamental qui permettra à l'adepte de poursuivre son chemin le conduisant vers la pierre philosophale. Est-ce que c'est réellement le propriétaire qui a fait ça? Le lieu est abandonné quand même depuis au moins une vingtaine d'années. Donc peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. C'est l'une des explorations les plus atypiques que j'ai pu faire ces dernières années, quoi, en tout cas. C'était tellement improbable. C'est sûr que je ne suis pas prêt de l'oublier, quoi, en tout cas. Il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique?